Alors bonjour à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, le Wall Street Insider, Vincent Gann donc pour vous retrouver, le lundi 6 juin 2016, il est 15h18, on va couvrir le dollar US, bon forcément hein, c'est l'ouverture de la session américaine, vous avez sous les yeux le taux de change euro-dollar, mais d'ailleurs c'est pas la bonne chose que je voulais vous afficher, l'avertissement sur les risques liés au trading, prenez le temps de le lire, il n'est pas très long. On va parler des indices boursiers américains qui restent tout en haut. C'est clairement pas le marché à vendre, à la différence des marchés actions de la zone euro, qui on le verra sont sans tendance en fait depuis le début du mois de février. Ils décrivent des ranges assez nettes, sur le plan chartiste en tout cas, et puis reculent depuis la semaine dernière, depuis le haut des ranges, et sont maintenant en plein milieu. Donc bon, on peut s'attendre déjà à ce qu'on aille précisément chercher le milieu, puis pourquoi pas casser les supports et revenir tout en bas, sachant qu'au fond, depuis le début du mois de février, les marchés actions de la zone euro, ils ont tout vécu, un QE2 de la BCE, des nouvelles mesures monétaires, un doublement du prix du pétrole, les résultats trimestriels, les prévisions macro et finalement n'engagent pas de tendance ces actions en Europe, ni Londres d'ailleurs, ni la zone euro. Est-ce que cela va changer à partir du 24 juin possible? En tout cas, on sait que ce référendum sur le Brexit reste la première source d'inquiétude à court terme pour les investisseurs. Et peut-être qu'au fond, lorsqu'on voit la baisse du volume ces dernières semaines en Europe, ça peut être lié aussi à ça finalement. Donc on peut s'attendre à peut-être une reprise de quelque chose de plus directionné après le 24 juin. On a le temps d'en parler. Non, dans l'immédiat, jusqu'à encore vendredi dernier, le marché se projetait sur la Fed du 15 juin, parce qu'il y avait quand même un débat, il y avait une possibilité qu'elle agisse, maintenant c'est clair qu'elle n'agira pas, la Réserve fédérale. Et pour atteindre cette conviction forte que la Réserve fédérale n'agira pas le 15 juin prochain, alors déjà je vais vous remontrer une capture d'écran qui a été faite sur Bloomberg avec les probabilités d'action de la Fed. Donc ça c'est sous vos yeux, c'est tout chaud, c'est les toutes dernières statistiques. Alors, bon, ça peut vous paraître un peu léger de s'appuyer sur ce type de choses, mais dites-vous bien que ces probabilités que vous avez sous les yeux, c'est pas un sondage, c'est pas un indicateur économique avancé, c'est basé sur les positions réelles des investisseurs sur des contrats à terme. Voilà, les investisseurs qui se couvrent, qui se positionnent sur les contrats futurs dont le sous-jacent est justement le taux d'intérêt de la Fed. À la bourse de Chicago, on peut traiter ces futurs, et en fonction de ces positions sur ces futurs, on en déduit des probabilités dites implicites. Voilà, c'est ça le principe de quelque chose qui est implicite. Il n'y a pas un lien direct, c'est un comportement, une façon de se positionner en bourse, et derrière se cachent des anticipations liées à la Fed. Alors, qu'est-ce qui a changé alors que en mai, les statistiques américaines elles étaient plutôt ressorties bonnes? C'est la publication vendredi dernier donc des chiffres de l'emploi pour le mois de mai aux États-Unis. Alors pourtant le taux de chômage y baisse, mais c'est lié au taux de participation. Non, l'économie américaine, elle nous avait habitués ces derniers mois à créer au moins 200 000 emplois chaque mois. Là, elle en crée 38 000. Alors, il ne faut pas non plus exagérer les conséquences d'un tel chiffre, parce que d'une part c'est un chiffre unique, c'est-à-dire que ça peut encore être une parenthèse. D'ailleurs, il y a des membres du FOMC qui disent un peu ces choses-là, ou même la BLS, hein, le département du travail américain, lorsque vous regardez son rapport en détail qui a été publié vendredi, elle explique que cette baisse de la capacité de l'économie US à créer des emplois est liée à la grève chez Verizon et aux mauvaises conditions météo. Alors, on ne va pas non plus se cacher derrière des grèves ou de la météo, mais en l'état, bon, la BLS soulève là un débat qui est de savoir est-ce qu'il s'agit d'un phénomène conjoncturel, donc ça va durer un mois et c'est fini, ou est-ce que c'est beaucoup plus structurel, à savoir peut-être que l'économie US, elle commence sérieusement à peiner à créer des emplois. Donc on verra. Personne n'a la réponse, tout le monde a ses scénarios, mais la réponse viendra du prochain rapport NFP. Ça, c'est aussi une façon de faire en économie. On parle souvent, par exemple, pour parler d'une récession, il faut 2 trimestres consécutifs qui voient un ralentissement de la croissance économique. Et généralement, ce qu'on observe en économie, c'est qu'une donnée macro devient structurelle, donc avec un message de fond, dès lors qu'au moins la même série statistique se confirme 2 fois de suite. Alors ça parfois tous les mois, tous les trimestres, ça dépend de la fréquence de publication. Et pour le rapport NFP, c'est la même chose. Malgré tout, malgré ces détails donnés par le département du travail US, le marché réagit agressivement, et probablement trop d'ailleurs. On est revenu à la case départ. Alors je m'explique. Vous avez ici donc
l'intervalle du taux d'intérêt des Fed Funds. À la différence de la BCE où c'est un taux unique pour le refinancement, pour la Fed c'est un intervalle. Donc actuellement ça se situe entre 0,50 et 0,75. Vous avez ici les dates de réunion de la Réserve fédérale jusqu'à la fin de l'année, donc il reste encore quelques rendez-vous. Au début du mois de mai, je me souviens de ce chiffre, au début du mois de mai, c'était 4% la probabilité que la Fed relève ses taux le 15 juin. À la fin du mois de mai, 34%, début juin, 28%, et là, 4%. Donc on a effacé tous les gains en termes de probabilité implicite du mois de mai. Alors est-ce que finalement, on va effacer aussi tous les gains du dollar, qui a fait 4 semaines consécutives de hausse? C'est possible, je ne dis pas que l'euro-dollar va remonter à 1,16, mais au moins 1,14 ou 1,1450 cette semaine, ça me paraît clairement crédible. Et en plus, on va voir que l'analyse technique va dans ce sens-là. Donc au final, on s'y retrouve. Donc voilà, ça c'était pour l'introduction. Donc ce que je vous propose, c'est de regarder le dollar US d'un point de vue technique. On décortique l'euro-dollar aussi, donc sur les différents horizons de temps techniques. Ensuite les paires majeures. Je passe après aux indices boursiers. Un tour rapide sur le Bund. Bon là aussi on est proche de zéro, chute des rendements obligataires, mais ça c'est normal aussi, hein. Il y a eu un ajustement violent sur les rendements obligataires aux US, et le seul contrat, en tout cas le contrat qui est dans la même catégorie en Europe, c'est celui de l'Allemagne, donc le Bund a réagi. Et enfin les matières premières, avec probablement un creux majeur sur l'once d'or la semaine dernière, après le test réussi des 1200 dollars, donc on verra ce que nous dit maintenant l'analyse technique pour la tactique en trading, et le pétrole qui ne lâche rien, qui reste sous 50 dollars mais qui plafonne, et qui peut-être crée un range avant de tenter de dépasser la résistance. En tout cas, la semaine dernière, la réunion de l'OPEP qui s'est tenue à Vienne jeudi dernier n'a vu, comme d'habitude, aucune décision importante prise. À savoir, il y a toujours des divergences et chacun pour sa peau, en gros, pour résumer, au sein de l'OPEP. Donc, il n'y a pas de quota de production. Voilà donc pour l'introduction. Et enfin, je termine sur l'agenda macro aujourd'hui de la session US. Il y a deux grands rendez-vous cette semaine pour l'économie américaine. Aujourd'hui à 18h30 avec le discours de Janet Yellen à Philadelphie, et vendredi avec l'indice de confiance de l'université du Michigan. Pour le FX, deux banques centrales cette semaine, une qui doit baisser ses taux d'après Bloomberg, la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande, une qui doit proposer un statu quo, celle d'Australie, et donc dès la nuit prochaine à 6h30. Voilà donc pour l'introduction de ce point de marché. Alors, on va regarder le dollar américain tout de suite. En fait, finalement, la meilleure façon de regarder le dollar US, ça va être de regarder le taux de change euro-dollar. Ce sera plus simple, je vais me mettre ici en données journalières. Alors, c'est vrai que pour les purs chartistes, puis il y a des analyses techniques qui fonctionnent aussi un peu comme ça, pour un analyste qui fait du graphique et qui ignore, pour pas être influencé, les fondamentaux, c'est vrai que la semaine dernière, l'euro-dollar était dans un bas de canal aussi solide, parce que ce canal, pour tracer un canal, il faut au moins 2 points, et les 2 points que ce canal joint, c'est deux sessions de Banque Centrale Européenne, celle du 3 décembre et celle du 10 mars, qui étaient fortement haussières. Alors, ce bas de canal aurait pu agir jeudi avec la BCE, parce qu'elle n'a rien annoncé, elle est restée sur ses positions, pas de nouveauté, à part des précisions temporelles. Et finalement, il a fallu que le rapport NFP soit très mauvais pour voir l'euro-dollar rebondir dans le bas de canal. C'est propre, le RSI-D1 dépasse 50, ok, bon, je ne sais pas si on va à 1,16, mais j'aurais tendance à dire qu'on peut aller chercher 1,1450. Alors va-t-on y aller aujourd'hui? Je ne sais pas, peut-être avec la Fed ou pas. En tout cas, en intraday, on commence à construire un petit drapeau, donc ça c'est propre. On a fait des grosses bougies japonaises bien haussières, ici en H4, mais on peut regarder en H1. Et la question que je me posais ce matin, c'est bon, quelle forme va prendre la conso avant qu'on reparte de l'avant? Étant donné qu'on peut commencer à tracer un petit canal baissier ici en données horaires, c'est un drapeau, quoi. Donc, alors, par contre, on est encore dedans. Donc pour se placer long, ça peut être le bas du drapeau, ou sinon on attend la cassure. En tout cas, il faut chercher, je pense, des achats encore. Probablement une petite jambe encore à mettre, mais peut-être pas encore aujourd'hui. Moi, je regarde en H4 la MM20, bon, qu'elle remonte un petit peu. Voilà, on peut rester, sauf si tout à l'heure, l'approche de Vich. C'est ça en fait le risque, c'est qu'au fond on attend tous un point parfait pour l'eurodoll. Mais il suffit que tout à l'heure, Madame Yellen
reprenne un peu le dessus, parce qu'elle avait réussi avec son discours à faire baisser le dollar en janvier, en février, en mars et un peu en avril. Et puis en mai, pardon, en mai, elle s'est fait, les faucons ont pris le dessus euh, parce que les stats US étaient bonnes. Et donc là, elle a dû un peu s'aligner sur le FOMC, qui a vu petit à petit l'aiguille basculer en faveur des faucons. Autant vous dire que le rapport NFP de vendredi, ça les arrange pas les faucons. D'ailleurs, certains ont déjà pris la parole et la plupart d'entre eux, logiquement, pour leur propre crédibilité, disent que voilà, c'est uniquement un mois, c'est purement lié à la météo, l'économie US, vous allez voir, dès le mois prochain, va recréer 300 000 emplois, etc., etc. Donc voilà, eux, ils n'ont pas le choix, ils s'en tiennent à leur ligne. Il y a encore ce matin un des faucons qui disait que l'économie US a besoin cette année de deux hausses de taux et que pour lui, rapport NFP, c'est, je ne sais plus le terme en anglais qu'il a utilisé, mais voilà, c'était rien du tout. C'était juste un phénomène passager. Il a peut-être tort, il a peut-être raison. En tout cas, on voit même qu'au sein du FOMC, sa bataille ferme pour l'action de la Fed. Mais peu importe ce débat entre faucons et accommodants, on va dire, cette semaine, à part ce soir le discours de Yellen, il n'y a pas grand-chose en provenance de l'économie US. Techniquement, c'est propre. On rebondit dans un bas de canal, franchement. Euh, j'ai cette conviction, et l'équipe dédiée fixe là, qu'on peut remonter à un 14, à un 14,50. Donc il faut bien regarder ce qu'on fait en intraday. Ça commence à construire un espèce de drapeau. C'est pas encore la fin. La moyenne mobile à 20 heures se met à plat. On est encore à l'intérieur. Bon, on verra. Et pour l'instant, bon, la seule chose qui me gêne, c'est voilà, ça va être Yellen tout à l'heure. Dans l'idéal, j'aimerais un retracement. Imaginons que par crédibilité, elle garde un peu la ligne des dernières semaines, elle fait un peu rebaisser l'eurodoll, on retrace. Alors on peut retracer quoi? On va prendre la jambe de hausse. Si on retrace 38,2, ça nous donne du 1,1280. Voilà, 1,1280, 38,2. Ça pourrait être un bon prix ça sur retracement. Avec un petit choc de vol, si tout à l'heure Yellen nous livre un discours toujours en faveur d'une économie US solide. En tout cas, je cherche des supports sur l'euro-dollar. À court terme, on construit un petit canal baissier sous 1,13. C'est un 13,50 quoi, hein, c'est oui, un 13,60. C'est un niveau horizontal, hein, c'est un niveau de cassure du 13 mai. Voilà donc pour l'euro-dollar. Alors ce matin j'ai eu un petit souci, donc on va commencer par les indices boursiers si vous voulez. Je répondrai à vos questions sur les FX si vous en avez, mais j'ai envie de vous parler des indices boursiers parce que ça a planté ce matin. Alors, c'est parti. Donc, l'Europe, elle est où? Elle est là. Alors j'aime bien ce graphique parce que vous avez côte à côte exactement les mêmes indicateurs sur deux marchés différents. Europe, États-Unis, zone euro, États-Unis, BCE, Fed, les deux gros pilotes de l'avion. Alors, l'Eurostock 50, un gros triangle, un range. D'ailleurs, tous les indices boursiers de la zone euro, si vous faites de l'analyse technique intramarché, vous allez trouver des ranges trading partout. Il n'y a pas de tendance en Europe et depuis la fin de l'hiver. Le DAX, 9750. Allez, 9750, 10400, 10500. C'est un peu moins net sur le DAX, mais ça reste un range. L'Eurostock 50, bon, un beau triangle symétrique et un range entre 2825 et 3150. Le CAC, c'est celui qui décrit le trading range le plus euh, avec la forme la plus simple sur le plan chartiste, c'est le rectangle pour le coup. 4200, 4600 pour arrondir. Alors, vous avez sur ce graphique deux moyennes mobiles, 20 jours et 50 jours, elles sont à plat. Un range trading, il y a une zone, un pivot de range dont que je situe entre 4370 et 4004. Alors 4004, on les a fait vendredi. Là, on tente une toute petite stabilisation, mais étant donné qu'on a des hauts de range et qu'on vient de rejeter depuis la partie haute, je ne serais pas surpris qu'à terme on revienne dans le bas du range. Reste à casser le milieu. Lorsque vous vous mettez en H4 sur le FRA 40, le CFD, qui représente la dynamique du CAC, vous voyez bien que le marché travaille 4004. Mais
À terme, le risque c'est quand même qu'on brise cette zone médiane et qu'on vienne chercher en bas. En plus, l'eurodoll remonte. Bon, voilà, ça fait pas partie des facteurs qui permettent d'envisager que ça remonte tout en haut. Cette semaine n'attend pas grand-chose. Donc au final, ce que je pense, moi, c'est que tous les mouvements impulsifs qui ont surtout vu leur point de départ en milieu de semaine dernière, mais surtout vendredi, devraient se prolonger. Sauf si la seule incertitude, c'est Janet Yellen ce soir. Qu'est-ce qu'elle va nous livrer à Philadelphie? Tous les journalistes vont lui poser la question, que pensez-vous du marché du travail US, le rapport NFP et la Fed, etc. En fonction de ce qu'elle va dire, on a la tendance de la semaine. Il y a quand même une probabilité que ça aille dans le sens de ce qu'on a vécu jeudi et vendredi sur les marchés. Alors justement, si on regarde les... alors il n'y a que Londres hein, qui est sacrément bien orienté. La bourse de Londres, ça paye des actions britanniques à mesure qu'approche le référendum. Comme quoi je pense que les investisseurs sur le marché actions ne croient pas à un Brexit. Et d'ailleurs, lorsqu'on fait la synthèse des sondages, c'est a priori ce qui ressort. Hein. Bon, alors il y a aussi parmi les gérants ceux qui disent que justement ces actions anglaises elles ont du retard parce qu'elles ont été elles ont sous-performé depuis plusieurs semaines. En tout cas, on voit qu'il y a des gérants précurseurs qui peut-être payent un peu de la stock britannique, de l'action anglaise. En tout cas, ça reste probablement un marché à ne pas shorter. Regardez ici les bougies H4. La bourse de Londres, elle est carrément sur ses plus hauts du début du mois de juin. Ce qui n'est absolument pas le cas des marchés actions de la zone euro. Alors qu'est-ce qui avantage aussi à court terme la bourse de Londres? La semaine dernière, le recul de la livre sterling. Voilà, l'euro GBP qui a remonté. Bon. Il y a des choses comme ça qui donnent à la bourse de Londres un meilleur comportement relatif, alors qu'en Europe, en zone euro, en tout cas en Europe continentale, on est sans tendance. Donc à court terme, ça remonte. On vient rechercher ici les 6300. Si ça passe, ce sera un signal. Après, ça reste une résistance. J'anticiperai pas sa question. Ok, donc les indices boursiers de la zone euro, à peu de choses près, si vous mettez sur l'Eurostoxx 50, puis on va en parler, on va revenir à Wall Street. Donc on est revenu sur les points de cassure haussière du 24 mai. Rappelez-vous, le 24 mai, on est sorti par le haut de range. Bon, on est revenu au contact de ce point de cassure haussière. Le marché stabilise, mais c'est quand même risqué d'envisager des achats. Ça reste des ranges depuis plusieurs mois, on rejette dans la partie haute. Si vous vous mettez en H4, bon, MM20 maintenant baissière, MM50 non mais qui est au-dessus des cours. Et puis on peut même tracer un petit canal de baisse sur l'Eurostoxx 50 en données 4 heures. Donc bon, là on fait un petit range. Mais voilà, maintenant tant qu'on est sous résistance, sur l'Eurostoxx 50 c'est 3030. Il y a un risque qu'on continue de balayer de haut en bas le trading range. Donc je vais mettre 3030. Voilà pour le Stoxx. Hop. Alors, le CAC 40 en daily, on l'a étudié. Le DAX aussi. Donc des petits ranges, pas de dive haussière particulière. Je vais juste me mettre en H1 sur le GR30. Bon, on va affiner. MM 20 heures qui couvre les cours qui est baissière. MM 50 heures qui couvre aussi un peu les cours. Une première résistance sur le GR30 à 10 150. Bon, pour l'instant, le marché reste en dessous. Tant qu'on est en dessous, il y a un risque d'être sous pression. Il n'y a pas un canal de baisse aussi propre que sur l'Eurostoxx 50. On peut quand même le tracer. Voilà. Donc c'est pas une chute verticale hein, finalement en Europe. C'est pas une chute verticale. C'est un repli avec une pente pas très agressive dans un range trading donc qui est sur le CAC entre 4002 et 4006. Voilà ici donc sur le DAX. Pas stratégie particulière. Si je cherchais une résistance sur le GR30, bah vous l'avez. Hein, en partant du principe qu'on peut revenir en bas, ça reste 10 150 pour le niveau horizontal. 10 150, 10 160, avec une 20 heures qui va tomber petit à petit sur les cours. Alors, justement, donc ça c'est l'Europe. Et Wall Street, ça n'a rien à voir. Hein. Si vous prenez Wall Street depuis le début du mois de février, bon, c'est l'euphorie aux États-Unis. On a repris presque 20% depuis les plus bas du début du mois de février. Lorsqu'on regarde la séance qu'a fait Wall Street vendredi,
on réalise quand même que aux États-Unis, le marché aime bien quand la Fed, lorsque est reporté dans le temps un scénario de poursuite de la hausse des taux de la Fed. Donc ça, c'est plutôt pas mal. J'éviterai de sortir Wall Street, à moins un jour de voir les 2080 cassés sur le SP500. Pour l'instant, le SP500 plafonne au contact de ces sommets de l'automne 2015 ou encore d'avril 2016, un petit range entre 2080 et 2000, c'est combien ça? C'est 2111. Et le Dow Jones, c'est la même chose et c'est même plutôt en train de repartir. Alors si je me mets en données journalières, voilà, on retrouve à peu près la même chose. Je dirais que les indices européens, eux, alors rappelez-vous le 24 mai, en Europe et aux États-Unis, le 24 mai, on sort par le haut d'orange. Et en fait, en Europe, on était sorti par le haut d'un tout petit range, mais on restait dans le principal, et on n'a fait qu'osciller de bas en haut. C'était vraiment qu'à Wall Street qu'on était sorti par le haut d'une compression en place depuis plusieurs semaines. Donc ça n'a pas changé. Les indices américains restent plus forts que les indices de la zone euro, pour toutes les raisons d'ailleurs fondamentales que nous connaissons, hein, la macro, les bénéfices des entreprises. C'est quand même la seule économie occidentale où il y a actuellement un cycle haussier des taux, quoi. Donc c'est que on n'est pas dans cette situation en Europe ou au Japon. Puis même, regardez dans d'autres économies avancées, le marché envisage cette semaine que la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande baisse ses taux. Encore récemment, celle d'Australie a aussi baissé ses taux. Donc il y a une différence. Sur le plan technique, ça n'a rien à voir aussi, hein. Il suffit de comparer l'Europe et les États-Unis pour voir que c'est très différent. Et cependant, bon, sur le court terme, si vous remettez un peu ici sur le dos, pareil, hein, on décrit un petit range entre 17 670 et 17 950, avec quand même, en analyse japonaise, plus d'ombre basse que d'ombre haute, à la différence encore des marchés actions de la zone euro. Regardez, hein, Wall Street, c'est souvent la volatilité, elle se fait souvent par le bas, donc les mèches sont souvent par le bas, c'est quand même plus fort. Donc c'est un marché qui peut remonter. Cette semaine, pour quelle raison? Je peux simplement citer un facteur change, c'est-à-dire que on peut envisager que si l'euro-dollar devait effectivement remonter à 1,14, 1,1450, ça peut maintenir l'Europe sous pression et donner aux États-Unis un petit avantage change qui permette par exemple au S&P 500, si je vais le trouver, de remonter tester les 2111. D'ailleurs, on n'est pas loin. Alors, pas loin de 2111 sur le S&P 500. C'est quelques points, quoi. C'est franchement pas très loin. Voilà donc pour les marchés actions US, un passage sur le contrat de taux Bund qui monte. Les rendements obligataires chutent, enfin notamment en Europe, enfin notamment le rendement allemand, 0,077% aujourd'hui. Je ne sais pas comment réagirait le marché si le rendement devenait négatif, mais ça pourrait intervenir cette semaine. Ça peut être en tout cas une des choses à surveiller cette semaine. Alors qu'il n'y a pas de gros catalyseur à part Yellen ce soir, le fait que le rendement du Bund devienne négatif, si c'était le cas, peut être un déclencheur de mouvements de marché. Pas un spécialiste du marché obligataire, mais tout ce que je sais, c'est que c'est un contrat qui gardit de nombreux portefeuilles, qui continue, la BCE en rachète. Il y a un réflexe d'acheter ce papier-là lorsqu'il y a de l'aversion au risque. Alors si son rendement devient négatif, bon, un autre, que vont faire les marchés? J'ai envie de dire, bon, c'est presque symbolique. Là, il est presque déjà à 0,077. Mais malgré tout, dans le monde, il y a deux contrats de taux qui font référence, le T-Note américain et le Bund. Bon, ce serait quand même assez fou que le Bund ait un rendement négatif. Lorsque vous prenez la courbe des taux actuellement en Allemagne, on est négatif, je vais vous dire ça tout de suite, on est négatif jusqu'à 8 ans. Le rendement à 9 ans est 0,005. Il est passé brièvement négatif ce matin. Le 10 ans a fait un plus bas à 0,067. Elle vaut maintenant 0,077. Bon, voilà, c'est un peu pour mesurer la situation. Alors, je vais repasser. Alors, je réponds à vos questions.
parce qu'elles sont un peu plus précises là. Alors, bonjour Christine, par fil, que penses-tu du RSI H1 sur le DAX? Alors ça tombe bien parce que bah, je les ai hein, sous les yeux, les bougies japonaises H1. J'en pense pas grand-chose du RSI H1. J'en pense pas grand-chose. Peut-être un range entre 30 et 50. Euh, alors je vois peut-être éventuellement ce qu'il y a derrière votre question. C'est peut-être que vous posez la question, est-ce qu'on n'est pas en train de faire une espèce de formation élargie ou un petit drapeau sur le RSI H1 du GR30 annonçant bientôt un mouvement un peu impulsif? C'est possible. Sur l'hyper court terme, lorsque vous regardez le GR30, on s'est mis dans un petit canal, un petit range, tout petit, légèrement ascendant, mais en fait pas du tout, entre 10 090 et 10 150. Bon. La moyenne mobile à 20 heures a une pente baissière, elle retombe bientôt sur les cours. Bon, si je cherchais une résistance, c'est plutôt celle qui est comprise. Un niveau horizontal, ce serait entre 10 150 et 10 160. Ça peut se vendre hein, entre 10 150 et 10 160. Voilà. Ça peut être un peu d'ailleurs un scénario un peu simple, mais je dirais c'est peut-être la semaine qui est adaptée parce qu'il n'y a pas de gros catalyseur. Chercher un support euro-dollar, chercher une résistance GR30 et voilà, et aller un peu dans ce sens-là, quoi. Par contre, peut-être éviter de vendre Wall Street, euh, qui quand même profite en premier du report de la hausse de taux de la Fed et de la pression baissière sur le dollar américain. Voilà donc pour la réponse à cette question. Alors je vais repasser sur le FX et puis on va parler des autres paires majeures, on va parler de la livre sterling notamment. Alors, donc l'eurodoll, il faut surveiller ça, on construit un petit drapeau. Voilà, c'est potentiellement impulsif. S'il n'y avait pas eu Jeannette ce soir, on aurait pu rester longtemps. J'ai peur qu'on en sorte direct par le haut avec Jeannette. Puis si on en sort par le bas, on retrace. Moi je surveille les tout premiers ratios, un 12,80, un 12,50. Si le marché retourne. Mais alors ça peut être que impulsif si on y va. Parce que voilà, c'est l'impulsivité, la vol intraday, elle est déclenchée par des discours de patrons de banque centrale, ça c'est hyper fréquent. Ok, alors les autres taux de change. AUD USD, ça remonte, le dollar US est sous pression, vous avez le weekly chart. Reste que là on affronte les 0,7385, ça peut passer avec un dollar US sous pression. Mais le signal n'est pas donné, on teste la résistance. Là. Le taux de change USD CAD qui reproduit pour le coup avec une précision forte depuis le début du mois de mai, le dollar US il est sous pression. Je vais vous le montrer en données weekly. Alors il est un peu moins que d'autres paires en dollars parce que il y a la dimension CAD qui agit aussi. Mais le pétrole il fait plus grand chose sur le court terme malgré tout. Malgré tout. En weekly chart, le RSI se maintient sous 50. C'est un fait. Euh, c'est très dommageable, ce serait vraiment dommageable si on repassait sur le plan technique sous les 1,29. Lorsque je me mets en données journalières, voilà, le marché qui avait réussi à franchir deux moyennes mobiles importantes les reprend. Repasse d'ailleurs sous la 20 jours, ça c'était la clôture de vendredi. Devrait, est bien parti pour en tout cas basculer sous la 50 jours. Bon, là on teste un seuil technique, mais c'est vrai que le prochain qui est vraiment important et vers lequel le marché devrait se replier rapidement, je pense, avec le dollar US, c'est les 1,2850. 1,2850, je pense que le marché va y retourner. Même si j'arrive juste, c'était vraiment ce niveau horizontal, c'est même différent, c'est 1,2830. Voilà. Si on envisage un euro-dollar à 1,1450, ça correspond à un prix à 1,2830 sur le taux de change USD CAD. En plus de ça, le pétrole plafonne mais reste solide, sous 50. On peut aller regarder le pétrole, mais tôt ou tard il finira, je pense, par peut-être aller chercher un peu plus haut que 50. Le câble, range trading, on tient le bas du range à 1,4330. Je pense qu'il n'y aura pas de Brexit. On voit que ça paye un peu de l'action anglaise. Bon, en partant du principe que le dollar US peut reculer et que le GBP réagit bien sur ses supports, pourquoi pas continuer d'osciller entre 1,4330
et 1,47 $ ici sur le GBP USD. Méfiez-vous malgré tout de la volatilité qui est liée à la publication inopinée des sondages. Et ça fait mal à chaque fois, ça peut être plusieurs centaines de pips. Donc on peut aussi décider de s'abstenir sur le GBP, et ce jusqu'au début du mois de juillet. C'est probablement ce qu'il y a de mieux à faire. Le GBP Yen, je pense que les vendeurs peuvent prendre leurs bénéfices. On a fait l'objectif théorique de l'avalement baissier dans le haut du range. On est proche du bas du range. J'achèterai pas pour autant. Le taux de change USD Yen a bien baissé. Il s'est approché de ses récents plus bas en cours de clôture. Regardez, en cours de clôture, à peu de choses près, on a fait les récents plus bas. Donc, bon, c'est pas un bon point de vente, c'est plutôt un point pour prendre ses bénéfices. Et si on devait chercher une résistance à vendre sur l'USD Yen, je vois une zone entre 107,60 et 108,22, c'est tout. Après, je suis toujours gêné par l'USD Yen, parce qu'il y a la BOJ, et qu'à tout moment, elle peut nous sortir quelque chose. Mais c'est pas non plus sûr, parce qu'elle l'a pas fait la dernière fois. Elle a surpris tout le monde. Il y a une pression des pays du G7 pour qu'elle arrête de le faire. Si vous regardez les toutes dernières stats japonaises, c'était un peu mieux que prévu la semaine dernière. Bon, voilà. En plus, le gouvernement japonais a reporté de 2 ans la prochaine tranche de hausse de la TVA. Ça donne peut-être un peu d'air à la BOJ pour pas tout de suite y aller. Bon, mais il faut quand même rester méfiant. Bon, sur le plan technique, en tout cas, on était sorti par l'eau d'un canal baissier, on l'a violemment réintégré, donc bien sûr que ça n'a rien d'haussier. Les paires en yens restent clairement sous pression, surtout l'USD Yen. Regardez en weekly chart, le chantier de la semaine dernière, c'est pas haussier. Bon, voilà. Donc, sauf que là, on est proche des récents plus bas, donc c'est plus le timing pour vendre. Alors l'euro GBP, c'est vraiment compliqué. On a bien réagi à proximité des 75,50. On remonte. Il y a un gap haussier d'ailleurs. J'aime bien ce que fait le RSI. Mais bon, il y a toujours la dimension GBP. Il suffirait que encore quelque chose soit publié mettant en avant la forte probabilité que le Royaume-Uni ne quitte pas l'Union Européenne. Ça peut soutenir le GBP. C'est sérieusement compliqué. Il y a une forte résistance à 79,50. Mais ce que fait le RSI D1 de l'euro GBP, c'est plutôt haussier. Sorti par l'eau d'un espèce de biseau descendant. Donc bon, on peut remonter à 79,50. Je ne sais pas si on ira jusqu'à franchir ce niveau. Mais 79,50 sur l'euro GBP, tout comme un eurodoll qui va chercher un 14,50. Ça, c'est dans l'ordre des possibles sur le plan technique. Voilà, bah écoutez, je vois pas de questions, donc je pense avoir répondu à toutes vos questions. Ça fait 33 minutes et je cède la parole dans 8 minutes à Professeur Forex pour un détail sur le portefeuille des banques sur le FX. Autant vous dire que à votre place, si vous participez au webinaire qui commence dans 6 minutes, je vous invite à demander à David quelles sont les positions des banques sur l'euro-dollar, parce que je me rappelle d'un certain nombre de grandes banques qui étaient vendeuses. Je pense que pour la plupart, elles ont pris leur stop. La question est, ont-elles reversé? Et j'ai déjà jeté un œil au portefeuille des banques. Il y en a une qui adopte une stratégie de court terme que j'aime bien, qui correspond à Ace Technique. Elle vise 1,1450. Et ben je pense qu'elle a regardé un graphique. C'est bien possible qu'elle l'ait fait. Voilà, merci de votre attention. Prochaine émission tout de suite dans 5 minutes. Et puis à demain donc dans le Good Morning Euro Dollar.